Peut-être. N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colporte entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles. Une vie, une œuvre, Antonin Artaud, né de son œuvre, 1896-1948. Des lettres, des notations, des poèmes, des essais, 26 tomes publiés, des milliers de pages écrites. Au-delà des mots, la voix, sa voix, le geste, le cri, et des yeux bleus, ce qu'on ignore parfois, car il n'existe aucune photographie en couleur d'Antonin Artaud. Artaud est né à Marseille, d'un père armateur et d'une mère levantine, mais il se disait né autrement, de ses œuvres et non d'une mère. Il a parlé d'un monde en train de foutre le camp dans le néant qu'il avalera. Il a écrit l'anus fibreux des pères, le vieux utérus des mères. Il est mort d'un cancer du rectum, dit-on. Il a choisi le domaine de la douleur et de l'ombre. La peur, c'est la poésie. Françoise Buisson, depuis des années, depuis 20 ans, vous faites une lecture philosophique d'Artaud et en particulier une étude et une lecture de certains textes d'Artaud qui sont les écrits de Rodez, c'est-à-dire quelques tomes, il y en a 7, tout de même 7 tomes dans le les cahiers de Rodez. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette écriture de Rodez? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette écriture de Rodez, pour vous? Et quels sont les concepts philosophiques que vous avez réussi à faire émerger peut-être de cette lecture d'Artaud? Je me suis intéressée aux cahiers de Rodez parce que mon idée, lorsque j'ai commencé à travailler sur Artaud, c'était qu'il était avant tout un penseur privé, bien sûr, pas un professeur de philosophie. Et en témoigne d'ailleurs la correspondance qu'il a eue avec Jacques Rivière, au cours de laquelle, je peux peut-être raconter rapidement l'histoire, Antonin Artaud écrivait des poèmes et désirait les publier. C'était des poèmes dans un style un peu baudelairien. Et il envoie ces poèmes à Jacques Rivière, qui était directeur de la NRF. Et Jacques Rivière, évidemment, ne lui répond pas. Et Artaud, furieux, lui écrit une lettre assez longue où il explique que ce n'est pas tellement la publication qui est importante, mais qu'il voulait qu'on lui réponde sur le fondement qui était cela, qu'il écrivait et qu'il avait les plus grandes difficultés à penser l'écriture et à penser. Donc il décrit à Jacques Rivière ses états d'âme, ses états de mentaux, ce qui se passe dans son cerveau, ce qui se passe dans sa pensée. Et Jacques Rivière, tout à fait stupéfait, extrêmement accroché par ce qu'il dit, tellement c'est minutieux. Et puis c'est un discours qu'il n'a jamais entendu. Et donc il lui répond. Et au terme de cette correspondance, il propose à Artaud de publier cette correspondance. On ne peut pas comprendre les cahiers de Rodez, par exemple, cette lecture des cahiers de Rodez, que personne ne lit d'ailleurs parce que ce sont des écrits très répulsifs. On ne peut pas la comprendre si on ne continue pas de voir que Artaud, lui, continue de penser et qu'en tant que penseur, il crée des concepts. Donc il va créer des concepts. Il en a toujours créé. Par exemple, à partir du théâtre, qui a été son vécu d'une époque, ce sur quoi c'est comme s'il se posait sur une terre, qu'elle soit culturelle, concrète ou imaginaire. Il se pose sur une terre, disons le théâtre. Et que sort-il du théâtre?
il crée des concepts. C'est par exemple la peste. Le théâtre, c'est la peste. Ce n'est pas une métaphore, parce qu'il y a une analyse très précise qui permette de comprendre ce qu'il voit, aussi bien comme mise en scène, comme dramaturgie, que pour les acteurs. Puis le théâtre, c'est la cruauté. Et puis c'est aussi l'athlétisme. Qu'est-ce que l'athlétisme affectif que recouvre cette notion ou ce concept? Bon. De même, lorsqu'il est allé au Mexique, il est parti au Mexique, se poser sur la terre du Mexique, la terre des Tarahumaras. Là encore, il va en ramener un concept que nous appelons la conscience, mais ce concept-là n'est pas celui que d'habitude on entend par conscience. Il fait quelque chose de tout à fait nouveau avec ce concept de conscience. Cela, il le ramène de chez les Tarahumaras. En Irlande, il va se poser sur la terre d'Irlande, et là, c'est donc une terre de magie. Il y va dans un but très 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 curieux et très poignant, qui est de mourir à lui-même, et donc d'abolir, de détruire le sujet Antonin Artaud, le jeu. Donc entre évidemment l'Irlande et Rodez va se passer des choses très graves pour lui, puisqu'il disparaît et la famille met 2 mois ou plus à savoir où il est. À Sotteville-lès-Rouen, où il a été interné par décision du préfet, il est en camisolé et il est extrêmement malade. C'est, comme vous le savez, Desnos qui le fait passer en France libre à Rodez, chez le docteur Ferdière. Et c'est vrai que pendant toute cette période-là, il est devenu aphasique. Les messages qu'il envoie sont extrêmement n'existe pratiquement pas, et sur un mode intense, très douloureux. Ce sont des sortes de gris-gris qu'il continue d'émettre, comme il le faisait depuis l'Irlande, ou des lettres extraordinairement douloureuses, mais peu de choses. Et donc c'est vraiment à Rodez qu'il va repeupler son existence, lui donner de nouvelles formes et recréer, faire revenir la pensée. Qui va se remettre aussi à écrire. Ça va ensemble. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas séparer chez Artaud les formes esthétiques des formes éthiques, ce qu'on peut traduire plus simplement par l'art et la vie, qui est une sorte de slogan qui a eu beaucoup de succès, mais je crois qu'il est un des seuls, ce n'est pas un prêt-à-porter, je crois que c'est un des seuls à être allé voir de cette manière-là. Michel Bocara, comment est-ce que vous abordez l'œuvre d'Artaud? Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous lisez Artaud? Moi, c'est tout. Artaud total, comme je le dis et comme il le dit, puisqu'il parle de matière totale. Artaud, la tête à Toto, n'est-ce pas? 0 plus 0 égale l'infini. Artaud, c'est un homme univers. C'est un homme univers. C'est quelqu'un que j'ai rencontré très jeune, très tôt. Comme certains rencontrent Jésus. Bon, d'ailleurs, il s'est identifié au Christ. Ce passage par le Christ n'est pas du tout un hasard. Et il m'a accompagné toute ma jeunesse. Il est une des raisons de mon départ au Mexique, comme beaucoup finalement d'ethnologues français. C'est important de le savoir. C'est ce qui nous a poussé vers le Mexique, c'est en partie Artaud. Beaucoup de grands poètes, cinéastes, écrivains ont cherché leur spiritualité au Mexique. Je crois qu'au Mexique, il y a un creuset. L'intuition d'Artaud ne l'avait pas trompé. Il y en a un autre en Irlande, d'ailleurs. Et son intuition non plus ne l'avait pas trompé. Malheureusement, en Irlande, il a eu beaucoup de mal à lutter avec les forces adverses
pour employer son langage. Donc, on sait très peu de choses de l'Irlande. On sait un certain nombre de choses. On sait quand même que il y allait pour rendre la canne de Saint-Patrick aux Irlandais et qu'il pensait, lui, tailler dans le bois de l'arbre cosmique, donc dans ce bois originel qui est l'arbre des mondes. Donc il avait cette sorte de délire mythique qu'il menait du Mexique à l'Irlande. Et là, effectivement, il s'est passé une sombre histoire d'envoûtement, comme lui le raconte, c'est-à-dire une affaire de police. Hein. Effectivement, Artaud a toujours eu un sens politique très aigu. C'est peut-être un aspect de l'œuvre d'Artaud qu'on voit mal, presque prémonitoire. Hein. Donc on sait un certain nombre de choses sur l'Irlande. Ce qui manque, c'est des détails, mais peu importe finalement, parce que ce qui s'est passé en Irlande, je crois qu'on peut bien le comprendre. C'est en quelque sorte la nécessité d'une descente aux enfers, parce que là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de divination chez Artaud, au sens fort du terme. Hein. Divination, c'est quelque chose qui est tout à fait rationnel, qu'on peut commencer à comprendre maintenant, mais que lui, il vivait de manière intuitive, et il pressentait la catastrophe qui allait assaillir l'Europe, c'est évident. Donc, en quelque sorte, il y avait un destin noir pour tout le monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas couper Artaud en tranches. On est obligé je poursuis, on est obligé de le voir globalement. Et ce qui m'a fondu en quelque sorte avec Artaud, c'est tous les aspects de son œuvre qui en fait justement refusent la division en tranches du savoir, division qui est historiquement s'est avérée nécessaire pour construire les sciences, mais qui à un moment donné devient un frein, devient ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique. Et donc, par exemple, dans une des disciplines que je pratique, l'ethnologie, une des réflexions épistémologiques profondes, c'est d'essayer de comprendre la société comme un tout. Hein, vous avez par exemple quelqu'un comme Marcel Mauss qui parlait du fait social total, et comprenant cette société comme un tout, justement de réunifier les savoirs, ce qu'on appelle aujourd'hui les ethnosavoirs, en s'apercevant qu'on ne peut pas dissocier la danse dans une société de sa philosophie, de sa peinture ou de son appareil juridique. Or, Artaud fait ça sur notre société. Hein, et c'est en cela qu'il est profond et qu'il est en avant de nous, si je puis dire, bien qu'il faille essayer de penser après lui maintenant, arrêter de se faire un petit peu hypnotiser par son œuvre. Donc il est à la fois un théoricien, donc il part du vécu. Or, dans mon travail, moi, en particulier dans mon travail sur la mythologie, j'ai précisément recentré le mythe sur le vécu. Et ça, c'est un peu une convergence avec le travail d'Artaud. On ne peut pas parler du mythe comme d'un récit, comme on ne peut pas faire de la poésie comme faisaient les surréalistes, comme faisait Breton, simplement en écrivant des textes. Il faut d'abord partir du vécu, et c'est à partir du vécu qu'on pourra écrire ou non. Hein, et sur la fin de sa vie, Artaud se refuse à écrire quoi que ce soit qu'il n'ait pas vécu. Et plus c'est maladroit, dit-il, mieux c'est, car, et ça c'est très, très juste, souvent un écrit maladroit est plus profondément vécu qu'un écrit adroit. Alors ça, je l'ai retrouvé, par exemple, très très concrètement, et c'est là où les apports d'Artaud sont très précisément théoriques, dans la mythologie. Dans la mythologie, on a tendance à considérer que plus un récit est beau, plus il est important. En fait, pas du tout. Il y a souvent des récits assez confus, qui peuvent apparaître esthétiquement peu intéressants, et qui en fait sont très profonds et très justes parce qu'ils viennent du vécu et qu'ils émergent d'une sorte de vécu mythique confusionnel qui n'est pas encore formalisé, mais qui nous met en communication avec les êtres mythiques. Parce que qu'est-ce qu'un mythe pour une personne qui connaît les mythes, c'est-à-dire ce que j'appelle un mytheux, un être des sociétés traditionnelles, mais aussi un être de nos sociétés contemporaines. Par exemple, il y a beaucoup de vécus mythiques en ce moment aux États-Unis. Il y a 8 millions de personnes qui ont des contacts avec les soucoupes volantes. Ce sont des vécus mythiques authentiques, qui sont tout à fait comparables aux vécus mythiques des sociétés traditionnelles. Un mythe, c'est d'abord une rencontre avec une personne qui est une personne qui vient d'ailleurs et qui est en même temps un ancêtre. Avec elle nous parle, pensons aux apparitions de la Vierge, ou elle ne nous parle pas, ça dépend du type de vécu. Et ensuite, on va en produire un récit,
récit qui va parfois s'adapter à une sorte de prêt-à-porter symbolique qui aura été établi par la société. Et dans nos sociétés, et dans notre ethnologie classique, influencée par Lévi-Strauss, qui à mon avis a fait beaucoup d'erreurs sur la mythologie, même s'il a avancé par ailleurs sur d'autres plans, c'est la même chose que si on confondait rêve et récit de rêve, n'est-ce pas? Le récit du rêve c'est un produit secondaire, intéressant, indispensable, mais c'est pas du tout le rêve. Le récit mythique est un produit secondaire, intéressant, indispensable, mais c'est pas du tout le mythe. Avec Artaud, c'est la même chose. Artaud essaye de produire, surtout dans la dernière partie de sa vie, des récits au plus proche de son vécu, de ses intuitions théoriques profondes. Et justement, il n'essaye pas de faire des textes, et il essaye de définir la poésie comme cela. C'est-à-dire comme un texte qui s'écrirait aux racines du vécu. Et souvent, il rencontre devant lui des gens qui parlent pas le même langage. C'est-à-dire, à de très rares exceptions, et notamment les gens qu'il rencontrera à la fin de sa vie, les jeunes qu'il rencontrera à la fin de sa vie, des gens qui en fait sont des gens un peu snobs, qui appartiennent à une culture qui est la culture parisienne, qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs par rapport à certains aspects, pour laquelle Artaud n'était pas fait du tout. Et au lieu de rencontrer de la sincérité, il rencontre de l'artifice. Et donc alors ça l'énerve, bien entendu, ça l'exaspère, ça le met en rage. Et c'est pour ça que notamment au Colombier il peut pas parler, parce que tout d'un coup il se rend compte que c'est pas possible, on peut pas parler à des cons, c'est ça qu'il pense. Seulement il n'arrive pas à le dire ça, parce que quelque part il y a chez lui une sorte de respect, il faut voir ses origines bourgeoises aussi, pour les intellectuels qui sont en face de lui, alors qu'il devrait leur cracher au visage. Je pense qu'un personnage comme Breton est méprisable, moi je le pense. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'Artaud a su ça d'emblée. Simplement, je pense qu'il a perdu beaucoup de temps à essayer de jouer les règles du jeu en société. Et donc, effectivement, il a donc perdu cela, et il a dû le retrouver au prix de cette crise fondamentale dont l'Irlande est le sommet, si je puis dire. Donc, l'Irlande, c'est un tournant. L'Irlande, c'est un tournant qui commence au Mexique, mais c'est le grand tournant initiatique, c'est cette descente aux enfers, cette traversée du désert qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les grandes histoires de destin mystique, puisque je pense que par cet aspect-là, le destin d'Artaud est mystique. Bien sûr, il y a une préhistoire, c'est lorsque il est à Rodez, et qu'effectivement Ferrière, qui est un parfait imbécile, mais qui est pas non plus un monstre, le psychiatre. Oui, le psychiatre qui pratique l'électrochoc parce que les gens le pratiquent à l'époque. Alors lorsqu'il sort, donc pour reprendre ce que vous me disiez, c'est lorsqu'il sort effectivement, il arrive à sortir de l'asile, que là effectivement se produit qu'on pourrait appeler sa résurrection et son envol en quelque sorte. C'est là où Artaud devient total, et c'est là où il décide de ne plus écrire que ce qu'il vit, et il décide de ne plus faire attention au style. C'est-à-dire que vous parlez des 2 dernières années de sa vie, entre 46 et 48. Voilà, c'est ça. Je crois que ça, c'est les années fondamentales, c'est les années où justement il va écrire l'Antithéâtre et son double, avec ces deux textes qui sont pas encore publiés, qui sont magnifiques, l'un Aliéner l'acteur et l'autre Le théâtre et la science, qui faisait partie d'un projet qu'il a appelé l'Antithéâtre et son double, c'est-à-dire où il comprend que finalement il ne s'agit pas de trouver son double, mais d'être simple, que le poète doit être un simple, c'est-à-dire quelqu'un qui fondamentalement unifie en lui toutes les possibilités. Finalement, il fait une critique du dualisme religieux dans lequel il était tombé pendant sa période christique, et il applique à la lettre, on pourrait dire, cette parole de Jésus, parce qu'on pourrait aussi parler de Jésus. Cette année, je fais une année de cours sur Jésus, justement. Et laissez venir à moi les simples d'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un simple, et qu'est-ce que c'est que le champ sémantique du terme simple? Simple, ça veut dire aussi une herbe qui guérit, ça veut dire beaucoup de choses. Et Artaud, il travaille la langue comme ça. C'est-à-dire qu'il travaille la langue au plus profond. Il se scrame avec la langue, scrame étant le nom d'une des femmes qu'il a aimées, d'une de ses filles mortes-nées, comme il les appelle lui-même, c'est-à-dire des filles qu'il s'est créées dans la plus pure tradition chamanique, qu'il s'est créées pour capter les énergies ancestrales et pour pouvoir vivre avec elles. C'est une tradition chamanique que Artaud a retrouvée avec ses filles mortes-nées. Serge Pey, qu'est-ce qui vous intéresse chez Artaud? Vous êtes poète et vous avez cette particularité d'avoir un bâton.
Évidemment, on pense à la canne de Saint-Patrick d'Antonin Artaud. Je crois que Artaud est le poète qui a su faire, comme Rimbaud, travailler son propre nom à l'intérieur de son corps et de réaliser une poésie physique. Et Artaud, j'ai toujours vécu comme celui qui s'appelait l'art du matin, l'art qui se lève de bonne heure, l'art tôt, à la différence de l'artard. Et vous savez que l'artaud, T-A-U, tau, c'est un bâton aussi. C'est un bâton qui servait à la potence, le tau, pour aller dans votre sens du jeu de mots de l'artaud. Oui, Artaud devait le savoir, car sa vie a été une sorte de crucifixion permanente du corps, mais pour dépasser le corps. Artaud, c'est le poète qui a voulu casser l'espace pour faire du temps. Et je crois que toute poésie et que tout poète fondamental désire casser l'espace pour faire du temps. Et ce, avec la voix, c'est peut-être un des seuls poètes occidentaux qui ait revendiqué le corps et la voix. Et lorsque Artaud parle, ce qui est intéressant, c'est qu'il voit. Il a un œil au bout de la langue, tout d'un coup, et il veut voir. Et c'est en ce sens que sa poésie, que son attitude dans la poésie est complètement hors de la littérature. Il casse la poésie, il la fait exploser. Et Artaud, lorsqu'il parle, dessine une sorte de rituel. Je n'ai compris Artaud que lorsque moi-même j'ai pris le peyote, car je crois que tout ce qui fait la rhétorique du traitement de l'image en Occident, et depuis les Romains, c'est une rhétorique, lorsque je parle de la rhétorique de l'image, c'est une rhétorique qui correspond à des couches profondes de la vision chamanique. Tout le traitement de l'image correspond à une strate, à une colonne vertébrale de la vision et de l'œil. Et c'est vrai qu'avec l'hallucinogène, il y a des façons de voir le monde, l'extérieur et l'intérieur du monde, d'une façon totalement différente, qu'on ne peut pas appréhender du point de vue littéraire. On peut voir avec l'oreille, on peut voir avec le nez, on peut entendre avec l'œil. Et le travail d'Artaud est ce travail de transgression totale. Et il y a quelque chose, je crois, qui est fondamental chez lui, c'est le tutuguri. Il a le tutuguri qui est un chant secret et sacré des Tarahumara. Et pour devenir un homme, un être, celui qui va exister comme maître de lui-même, il faut inventer son chant sacré. Ce chant sacré s'appelle donc le tutuguri. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que Artaud, avant de rencontrer les Tarahumara, Artaud pratiquait son tutuguri. Quand Artaud devient inaudible, incompréhensible, c'est là que son chant sacré se met en place. Et c'est là qu'il correspond fondamentalement à quelque chose de très vrai, de très profond dans la poésie, que malheureusement la poésie écrite ne peut pas retranscrire. Il n'y a que la poésie orale qui peut le retranscrire. Et en ce sens, il est dans une modernité terrifiante. Être moderne pour lui, c'est aussi dire que le poète, s'il n'est pas chaman, si c'est pas celui qui sait créer l'éclipse, ou s'il n'est pas capable de faire pleuvoir, n'appartient plus à la poésie. Et dans la littérature, il remet de la magie. Il remet ses masques. Et il remet ses masques qui parlent. Parce que Artaud Artaud est fondamentalement une parole et un cri. Un chant profond, un tutuguri, je crois. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce faisant... À propos de la dernière œuvre d'Antonin Artaud, l'émission de radio Pour en finir avec le jugement de Dieu, interdite d'antenne la veille du jour de sa diffusion, en 1948, Henri Méchenique. Je viens de réentendre Pour en finir avec le jugement de Dieu, et je crois que ce qu'il a apporté et qui reste, c'est le cri. Il a apporté de l'inarticulé. Alors c'est étrange à dire parce que en fait c'est en dehors des critères de la valeur habituelle en littérature. Relisant ses poèmes, par exemple, d'une certaine façon, à bien des endroits, je me dis c'est
pas un poète. Et puis, tout d'un coup, il y a des choses qui sont de l'ordre de la vision, qui sont extraordinaires. Et il y a des choses chez lui un petit peu comme des éclats, comme dans Blake. Il me fait penser à Blake. Si on prend Tiger, Tiger, burning bright in the forests of the night, c'est fou. C'est complètement fou, ça n'a aucun sens. C'est au-delà du sens. Et je crois que c'est ça qui me touche dans Artaud. C'est-à-dire quand ça fait du hors-sens avec des mots qui ont le Solali, qui pour moi ne parle pas plus que quand Isidore Isou fait du lettrisme. Ça me touche pas, ça. Mais alors le cri, le déchirement du langage par le corps, c'est ça qui est très fort et qui du coup est inimitable malgré l'effet Artaud qu'il a suscité. Et je me dis qu'il doit y avoir de l'imposture quand on se réclame d'Artaud. Je ne suis même pas tout à fait sûr de ce que valent les déclarations de fanatisme pro-Artaud. J'ai peur que ça accompagne après coup la gloire, comme quand on vole au secours de la victoire, toujours. Je crois que ce qui est émouvant chez lui, c'est le rejet qu'il a du corps, du sexe. En fait, c'est quelqu'un, je crois, qui a horreur de la vie de son propre corps. Sinon, peut-être, à moins que ce soit un blasphème, de dire qu'il a horreur de la vie tout court, mais il a horreur de tout ce qui est communément rattaché à la vie. Et donc, ça produit chez lui des retours de tout le lexique du corps, du sexe, du ventre, les mots qui reviennent sans cesse, qui désignent ces choses-là. Et d'une certaine façon, plus il dit les mots sexe, corps, merde, caca, etc., plus il fait l'obscène parce que c'est obscène. Et je crois qu'il y a là un rejet complètement fou, au sens où le mot fou est le plus métaphorisable des mots. Et en même temps, il dit qu'il n'est pas fou. Et il a certainement raison, il n'est pas fou. Comment ça marche quand même le langage et le corps chez lui? Je crois que le lien, c'est le cri. Or, le cri n'est pas du langage. Il y a un très beau passage dans les carnets de Marina Tsvetaeva en 1940 où elle dit que son problème poétique, c'est à travers les mots, à travers les pensées, faire entendre un gémissement. Ah, ah, ah. Et elle ajoute, pourquoi de tels problèmes? Et c'est ce gémissement qui est propre à Artaud et qui se fait à travers tout le fatras du lexique de l'obscénité, qui n'est qu'une sorte de milieu langagier qu'il doit traverser pour y faire du rythme ce qui n'est pas lexical. Et en ce sens, quand il passe à la glossolalie, à mon sens, il va, comme il le dit d'ailleurs souvent, de l'autre côté des choses, et du coup il a perdu le problème poétique. Alors on pourrait dire dans le gémissement à l'état pur. Mais du coup, ce n'est plus le A dont parle Marina Tsvetaeva. La glossolalie, c'est une pure musique. Il y a justement, c'est un son à contresens. Et au sens profond, je crois qu'il retrouve l'emploi de la glossolalie comme l'avaient les anciens sages védiques quand ils philosophaient et qu'ils utilisaient les mantras justement pour tailler de nouvelles brèches dans la pensée. Ce qu'il faut une glossolalie, c'est qu'il faut la danser, la glossolalie, il faut la marteler. On ne peut pas uniquement dire Artaud, il faut effectivement en même temps le percuter. Donc glossolalie, on doit prendre le risque effectivement de la percuter. On peut essayer d'en trouver une. Alors,
on peut essayer. Hein. Le travail sur la glossolalie, c'est aussi le travail autour du nom. Hein, pour retrouver, par exemple, moi j'ai trouvé chez Artaud, dans une glossolalie, cette merveilleuse expression, le bloc cara. Hein, alors moi je m'appelle Bocara, donc effectivement le bloc cara pour moi ça m'a sauté au visage. Hein, et il y a un travail à faire, je crois, avec son propre nom que l'on met en scène, de manière à le danser. Pa ertan, tara, tarabulla, rarabulla, rapara, utan, pou ertsa, putina, Ketula, o Kitula, Akana utin, Oskofar, Janensi metera, Ametera, O merensi Amruta, Mutella, Marutella, Ambruta, merci. Donc je crois qu'il faut se mettre dans un état, tout simplement. Là, en plus, Artaud a donné un certain nombre d'indications scéniques, donc c'est intéressant, parce qu'effectivement, ce sont pas des indications qu'il faut forcément suivre exactement, mais qui donnent des idées de l'émotion, dans le suraigu, lancinant. Ceci se resserre et s'étrangle. Alors, en même temps, c'est deux indications à tenir en même temps, ceci se repose. Donc ces indications m'ont fait descendre après dans le caverneux et dans une sorte de recherche de l'alimentaire. Donc je crois qu'effectivement, là il y a un travail de théâtre, un travail où on se refait une anatomie, hein, si je puis dire, pour pouvoir ensuite penser autrement. Hein, et je crois que c'est un travail d'ascèse de la pensée de la glossolalie, où on évacue le sens, on remonte à contresens pour pouvoir retrouver un sens neuf. Hein, et à partir de là, si on l'a vraiment vécu, la glossolalie, on a un peu le cerveau plus clair. Et on peut après se mettre éventuellement à théoriser, hein, ensuite, ou à poétiser, selon ce qu'on a envie de faire. Cet extrait du... Alors cet extrait tome 13. Du tome 13, hein, c'est un texte qui s'appelle Émission. C'était des textes pour préparer justement l'émission, et qui font partie du dossier de Pour en finir avec le jugement de Dieu. Donc effectivement, les indications de scène sont liées au propre jeu des comédiens qui ont interprété justement cette émission, puisqu'on sait qu'elle a été enregistrée, mais qu'elle a été interdite. C'était pour la radio. Voilà. C'est cette voix qui fait le poème. Je ne sais pas si Artaud écrit avec sa tête. Je crois qu'il écrit avec sa voix. Et c'est la voix qui le guide. Et tout d'un coup, cette voix, il va la voir devant lui. Et il va saisir la voix pour se la réapproprier et la retraduire. Qu'est-ce que ça veut dire, quand même, qu'il écrit avec sa voix? Ça veut dire que tout d'un coup, il va faire une brèche à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa poitrine, à l'intérieur de sa souffrance. Il sait que pour voir, pour passer, il faut ouvrir les choses, il faut renverser les évidences, il faut regarder la table sous la table, il faut ouvrir la porte par le haut et pas par le bas, il faut faire un trou dans le sol pour passer. Et Artaud, il utilise les mots comme des pierres kabbalistiques, comme des morceaux de feu. Artaud sait que lorsque on casse un verre de vin sur une nappe et que plus loin sur une route, sur un chemin, il y a une tache de sang, il y a une correspondance entre cette tache de vin et cette tache de sang, et que l'homme est écartelé entre ces deux taches-là, et que le mot a une action physique, que le mot est transformateur, que le mot est une énergie magique, et que on ne doit pas parler n'importe comment et n'importe quand, et que le silence, c'est ce qui entoure ce mot, et que des fois il vaut mieux jeter des silences pour faire exploser la terre, et des fois qu'il vaut mieux jeter des mots pour faire exploser le ciel. Et Artaud, c'est lui qui prend les mots et qui les met contre les murs comme des charges de dynamite, et les murs c'est lui-même, et tout est dans tout. Si Artaud est magique, c'est qu'il croit
que prononcer les mots d'une certaine façon, les dire d'une certaine façon, c'est faire poème, c'est fonder, inaugurer la poésie. On en revient au Tutuguri. Pour être un homme, il faut inventer sa propre langue. Et le véritable poème, c'est le poème qui n'est pas transmissible avec le sens. C'est le poème qui est transmissible uniquement avec la tension, l'énergie, l'électricité qui va organiser la profération. Et Artaud, lorsqu'il invente des mots, il invente Dieu, car personne ne connaît la langue de Dieu. Et Artaud lui prête sa langue. Et le poète, c'est justement l'intermédiaire entre le mot que va dire l'autre et le mot qui n'existe pas ou qui existe partout. Et c'est là qu'il est inventeur de langue. Et en même temps, quand il invente la langue, et Artaud, lorsqu'il parle, lorsqu'il crie, il invente la première langue. C'est la langue adamique. Et il tord cette langue à l'intérieur du palais et il l'a fait reine, je dirais. Artaud accouche. Artaud aurait aimé être une femme et il est en permanence en travail d'accouchement. Il fait des enfants invisibles qui des fois meurent, qui des fois naissent, parfois il les tue sur le lit ou la table d'opération. C'est un accoucheur qui s'accouche, Artaud. Et donc sa souffrance, c'est la souffrance du monde. Parler de la souffrance d'Artaud, c'est parler de la souffrance des autres aussi. Mais je ne crois pas que la poésie, pour Artaud, soit cette souffrance physique, cette souffrance de la maladie. La poésie, peut-être qu'Artaud la vit parfois comme un virus pour contaminer le langage. Mais Artaud fait œuvre de poésie sans la souffrance physique fondamentalement. Et ce qui crée, c'est la souffrance du passage. C'est-à-dire que pour passer, il faut casser un mur, il faut casser une pierre, il faut ouvrir la montagne. C'est en ce sens qu'il y a souffrance. Et Artaud veut tellement passer vers lui et vers l'autre que forcément il s'écartèle. Mais c'est un choix chamanique qu'il fait. Car le chaman est quelqu'un qui souffre, qui se mortifie pour voir. Et pour voir, bien il y a des méthodes qui sont dangereuses. Et Artaud les connaît, ces méthodes-là. Il se trouve qu'il les avait peut-être en lui, et que ce qu'en Occident on appelle la maladie mentale, l'a transporté, l'a fait vivre sur notre terrain, sur une autre place, sur notre lieu du monde analogue de la montagne, dont parlait Daumal par exemple. Je dis ce que j'ai vu et ce que je crois. Et qui dira que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, je lui déchire maintenant la tête. Car je suis une irrémissible brute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps ne soit plus le temps. Ni le ciel ni l'enfer, s'ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu'ils m'ont imposée, peut-être pour que je les serve, qui sait. En tout cas pour m'en déchirer. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai, si je le dois. Voilà longtemps que j'ai senti le vide, mais que j'ai refusé de me jeter dans le vide. J'ai été lâche, comme tout ce que je vois. Quand j'ai cru que je refusais ce monde, je sais maintenant que je refusais le vide. Car je sais que ce monde n'est pas, et je sais comment il n'est pas. Ce dont j'ai souffert jusqu'ici, c'est d'avoir refusé le vide. Le vide qui était déjà en moi. Je sais qu'on a voulu m'éclairer par le vide, et que j'ai refusé de me laisser éclairer. Si l'on a fait de moi un bûcher, c'était pour me guérir d'être au monde, et le monde m'a tout enlevé. J'ai lutté pour essayer d'exister, pour essayer de consentir aux formes, à toutes les formes, dont la délirante illusion d'être au monde a revêtu la réalité. Je ne veux plus être un illusionné.
Mort au monde, à ce qui fait pour tous les autres le monde, tomber, enfin tomber, monter dans ce vide que je refusais. J'ai un corps qui subit le monde et dégorge la réalité. J'ai assez de ce mouvement de lune qui me fait appeler ce que je refuse et refuser ce que j'ai appelé. Il faut finir. Il faut enfin trancher avec ce monde qu'un être en moi, cet être que je ne peux plus appeler, puisque s'il vient, je tombe dans le vide. Cet être a toujours refusé. C'est fait. Je suis vraiment tombé dans le vide depuis que tout de ce qui fait ce monde vient d'achever de me désespérer. Car on ne sait que l'on n'est plus haut au monde que quand on voit qu'il vous a bien quitté. Morts, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leurs cadavres et je sais comment les morts tournent autour de leurs cadavres depuis exactement 33 siècles que mon double n'a cessé de tourner. Or, n'étant plus, je vois ce qui est. Je me suis vraiment identifié avec cet être qui a cessé d'exister, cet être m'a tout révélé. Je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Et si je peux commencer à le dire, c'est que j'ai quitté la réalité. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui ne connaît le bonheur d'être au monde que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Mort, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leurs cadavres. Je ne suis pas mort, mais je suis séparé. Il est rentré du Mexique dans des conditions extrêmement bizarres. D'abord, il a eu du mal à revenir du Mexique. Il a fallu que des ambassadeurs interviennent, enfin, pour qu'il puisse rentrer du Mexique. Et là, il a eu une période, disons, selon ses amis, extrêmement délirante à Paris. Il a eu aussi, je pense, un chagrin d'amour très fort. Il y a des... Je ne sais pas, les témoignages le montrent comme en plus quelqu'un ayant à ce moment-là des difficultés matérielles très graves. Il faisait la manche tel un Indien, tel un Tarahumara, c'est-à-dire en engueulant les gens qui ne voulaient rien lui donner, en tout cas avec beaucoup de morgue. Et je crois qu'il a aussi subi une cure de désintoxication, d'abord au Mexique, où là il a été sans doute aussi très malade physiquement, et ensuite à Paris, je crois qu'il a été hospitalisé aussi. Je ne me souviens plus, ça c'est des éléments que je ne brasse plus depuis très longtemps et j'en parle comme ça. Et je crois qu'il ne supportait plus personne. Il y a eu affectivement une rupture, et avec des amis et avec des femmes qu'il avait aimées. Et donc, avec ceci, désirant disparaître, se jeter dans le vide, enfin, désirant abolir sa personne. Alors, ce qui est présenté ordinairement, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est allé ramener la canne de Saint-Patrick. Et tout ça, voilà, c'est pour ça qu'il est très difficile de ne pas continuer à avoir présent à l'esprit le fait que cette canne de Saint-Patrick, c'est une intercession pour lui, c'est-à-dire que Artaud crée non seulement des concepts, mais il a besoin de personnages conceptuels, comme dirait Deleuze, qui le portent vers cette création. Saint-Patrick est un de ces personnages conceptuels. Si vous voulez, comme Zarathustra est un personnage conceptuel pour Nietzsche. Ce sont des personnages qui sont juste avant le concept. Bon, où le capitaine Ahab chez Melville est aussi un personnage conceptuel. Ce sont des processus de l'ordre de la création qui tirent la pensée vers sa production, vers ce qu'elle va produire.
Et Saint Patrick, donc, est un personnage conceptuel. Qui tire l'avancée vers quoi? Vers la mort du sujet Antonin Artaud. Alors, que s'est-il passé là-bas? Nul ne le sait. Enfin, il est allé quand même en Irlande, dans une terre au bout du monde, au bout de la terre, voulant aller se lancer, enfin, retrouver le vide pour renaître à autre chose. Et donc, ce qu'il a fait, on ne le sait pas. D'après sa sœur, Madame Malocena, que j'ai connue, les autorités même de Dublin n'ont jamais voulu dire pour quelle raison Artaud avait été emprisonné, mais il a été emprisonné. Et lorsque le diplomate est venu pour le voir, etc., il refusait de décliner son identité. Antonin Artaud était mort. L'être est une maladie imprévisible que j'ai fait commencer un jour afin d'éviter le cerveau qui m'est toujours revenu. C'est le parasitisme. Non. Non. Et alors? Donc une maladie que j'ai fait naître pour me débarrasser de Dieu. Non. Pourquoi? Ce n'est pas une maladie, c'est un état qui est né peu à peu et dont des parasites sont sortis qui consistent à creuser en moi pour me débarrasser de l'inconscient possible et ne créer que du conscient. Cet inconscient est fait de toutes les bonnes pensées que je n'ai pas voulu avoir pour les êtres et qui se sont insurgés contre moi car je suis dur, le dur des durs, afin de préserver la vie de mes filles de cœur, Yvonne, Catherine, Nénéka, Cécile, Annie, Anna, les indurcis indurés du mal dans mon os entre cuisses. Je suis une barre et c'est tout. C'est un fusil sur la terre retournée. Je suis un poteau, corps fusil, et c'est la force d'un tibia rouge. Car je ne suis pas Jésus-Christ pour contenir toute la terre comme une robe autour de moi quand je la frappe. Et elle est vraiment toute en moi comme une petite fille dans l'intérieur de la mesure de mon corps. Sortie de moi, je l'ai fait naître dehors comme petite. Et leur mesure, quand je la frappe, n'est jamais un monde sur moi, mais en moi, dans la contenance de mon corps et pas plus. Je veux dire que je frappe des corps internes dans ma mesure et externes dans ma mesure toujours. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce texte ? Parce que là, tous les éléments que j'ai essayé de mettre au jour sont là, à savoir que Artaud a créé un concept qui est une idée de corps, on a créé un autre qui sont les âmes petites filles, et on voit comment
il les relie, comment il refait exister à Rodez, où il est interné, une terre peuplée d'êtres qui ne sont ni des corps ni des âmes, mais une sorte d'entre-deux. Donc ils sont à la fois des personnages conceptuels et des concepts, ce sont les âmes petites filles, lesquelles âmes petites filles ont des noms et forment une sorte de communauté. Ce sont les femmes qu'il a aimées, sa mère et ses deux grands-mères, une petite communauté de petites filles. Il y a aussi sa sœur qui est la première âme petite fille qu'il a créée de lui-même, puisqu'il engendre à ce moment-là des corps. Catherine Chillet aux dents d'or est ma première fille, et Mariette Chillet ne fut jamais que son démon. Peut-être son sourire fleurira-t-il un jour dans Laurence Clavius. Mais elle est cette fille, coupée en deux, et qui a voulu faire quelque chose d'elle-même, d'ici, et a fleuri des oiseaux dans une morte. La petite fille 6 jours est son âme, la grande 18 ans est son corps, la petite fille aux oiseaux est un autre être, qui sera Anna Corbin un jour. Ça vous touche beaucoup? Oui, beaucoup, parce que je pense que c'est en elle et dans ses énoncés, parce qu'il ne faut jamais séparer cette création de son écriture, de ces sortes de phrases qu'il inscrit au fil des jours dans ses petits cahiers d'écolier. Je crois que c'est là, à ce moment-là, qu'il opère une réelle résistance, qu'il fait œuvre de résistance au temps, à l'espace, à ce qui se passe au dehors, et qu'il donne un exemple, enfin, pour moi fabuleux, oui, un exemple fabuleux de résistance. Ces cahiers de Rodez, pour une part parce que ce n'est pas un livre qu'il écrit. Il va écrire physiquement des milliers et des milliers de propositions, d'énoncés, qui très souvent, d'un cahier à l'autre, parfois complètement contradictoires, mais qui tournent effectivement toujours autour des mêmes personnages conceptuels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le Christ en fait partie, la Vierge aussi, le démon, et lui-même, Antonin Artaud, est un personnage conceptuel en tant qu'il est le fou. Car il est arrivé aussi à se disjoindre de lui pour se mettre en scène comme tel. Et il est aussi bien le Christ que le démon, que la Vierge Marie, et que tous ces corps qui viennent s'agglutiner à lui et qu'il ressasse constamment dans son écriture. Riez tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. Christian Bobin, comment est-ce que vous lisez Artaud? À vif et accru, c'est-à-dire on va aller au plus simple, c'est-à-dire au plus brûlant, puisqu'il s'agit toujours de brûlure à son propos. J'ai amené un livre de lui, au hasard, les œuvres complètes, le tome 11, les lettres écrites de Rodez. Rodez, le 13 mai 1945. Au hasard. J'ai été traité d'insensé un jour il y a 8 ans, parce que je pense que les choses n'ont pas de sens
et que seul l'instinct du cœur les commande, et que comme vous le pensez en conscience, et votre conscience me l'a redit à haute voix le soir où j'ai reçu votre lettre, il y a dans le cœur plus de 10 000 êtres, et je n'ai qu'un être, et il y en a d'autres, mais les hommes. Venez me voir, car il faut en effet que je retrouve ma liberté, à vous de tout cœur. Je répète, 13 mai 45, Rodez, hôpital psychiatrique. Et puis, j'insiste sur cette phrase que je n'ai pas soulignée. Venez me voir, car il faut en effet que je retrouve ma liberté. C'est la liberté que j'aime chez lui, comme chez tout écrivain. Mais chez lui, c'est à un point insensé, si je puis dire, sans aucun mauvais jeu de mots. Il faut être net, c'est le plus grand poète de l'amour. C'est le plus grand poète de l'amour vif, vivant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, ayant dit ça, il faut peut-être que j'appuie maintenant cette parole-là sur quelques pensées. C'est très facile à faire parce que il me suffit de toucher presque physiquement un de ses livres et de l'ouvrir n'importe où pour avoir une hémorragie de pensée. Tout est chez lui charnel et tout est angélique. Si on lâche l'un au seul profit de l'autre, on n'entend rien. On ne comprend rien. Il est les deux à la fois. Ou alors il manque des deux à la fois. Il manque de la chair et de l'ange. On peut dire aussi il est les deux à la fois. Et c'est ce qui fait pour lui à certains moments un chaos et une confusion de vie épouvantable et une force accrue, sans cesse accrue. Il est certainement souffrant. Il est même... Parce qu'il faut le dire, ça. Il y a parfois des pages d'où le lecteur est rejeté, certaines phrases d'où le lecteur est rejeté. Il y a donc peut-être, mais que sait-on de la folie? Il y a donc aussi de la folie chez lui. Mais moi, ce que je vois de bout en bout, de part en part, c'est une santé qui intègre la folie. Voilà. C'est une santé qui intègre la folie, donc qui intègre tout, qui traverse tout. Ce qui me frappe, c'est la physique de ces mots. On a tous vu... Enfin, ceux d'entre nous qui ont eu une petite enfance ou des vacances simplement à la campagne, moi, je pense à ce geste élémentaire pour se nourrir. C'est important pour se nourrir de couper le cou de certains animaux, de poulets ou de canards, ou voir même des accidents qui peuvent arriver à l'un d'entre nous, une veine qui est tranchée d'un seul coup. Je pense là et je vois la pulsion du sang qui sort par à coup comme ça. Eh bien, la langue d'Artaud. La beauté et la vérité sortent de la langue de cet homme comme ça, par pulsion, par hémorragie. C'est quelqu'un qui se donne sans arrêt, qui se perd en se donnant sans arrêt et qui est... C'est une des paroles les plus riches de la terre, oui. C'est une parole, et j'entends bien, et je redis bien, d'amour. Il a parlé que de ça. Les petits professionnels de la révolte ont voulu l'enfermer là-dedans. La révolte est une dimension essentielle de ce qu'il dit, mais elle est bien plus large que ce que eux en disent. Elle est terriblement plus large. Et d'ailleurs, ils éclatent eux-mêmes là-dedans. Et d'ailleurs, ils sont eux-mêmes remis dans leur cage par cette voie, où ils devraient l'être. Ils devraient l'être, en toute logique. Et de quel amour s'agit-il? Parce que, une fois qu'on a dit poète de l'amour, on n'est pas forcément plus avancé. De l'immédiateté d'être, et sachant que dans l'être, il y a cette chair, il y a ce sexe, il y a ce sang, et puis il y a, Dieu. Je suis bien obligé de le dire parce que lui-même le dit. C'est incroyable, c'est incroyable. Je refeuillette, je veux peut-être pas lire, mais c'est incroyable le nombre de pages dans ses lettres, mais aussi dans le tout de son œuvre, qui sont comme une, comment dire ça, comme une lettre d'amour et d'injure à Dieu, les deux étant chez lui inséparables. On parle, si vous voulez, on parle la langue, là je fais appel à l'épreuve la plus commune chez nous, celle de la prime enfance, au-delà de tout souvenir possible, on parle la langue que l'on nous a parlé, que des adultes, un père ou une mère nous ont parlé. Eh bien, je crois que la langue première qui a été parlée à Artaud, c'est celle de la douleur et de la joie, mêlée, confondue, tenue ensemble, inséparable. Et c'est cette langue-là qu'il répète en écho. C'est aussi simple que ça. C'est aussi radicalement simple que ça, Antonin Artaud. Vous imaginez Artaud enfant? Vous qui aimez bien les enfants. J'imagine un enfant évidemment insupportable, entêté, ensauvagé, mais je ne l'imagine que comme ça, hier, aujourd'hui, demain.
parce que cet homme-là n'est pas éteint dans ses livres. Cet homme est continuant de passer dans ses livres. Chaque main qui ouvre un de ses textes et chaque voix qui reprend une de ses phrases le fait revenir là où il est depuis toujours, c'est-à-dire dans le vivant pur, comme doit être, à mon sens, tout poète ou tout aimant, dans tous les sens de ces termes. C'est un aimant, voilà. C'est un aimant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est transi de la fièvre d'amour pur et qui se débat dans les mauvais draps du monde. Et puis c'est un aimant au sens matériel, c'est quelqu'un qui attire à lui le tout des scories et des saletés de cette vie, de cette société, parce qu'il y a comme une force de régénération, de lavement de le lire. Il y a quelque chose qui se passe en le lisant qu'il faut entendre au sens psychique et physique même. Moi, je me sens les yeux lavés quand je le lis. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressent tous devant la confiance affolante que manifestent tous les enfants dans leur enfance. Et ce visage-là de l'enfance qui reçoit tout de plein fouet, sans rien rejeter, sans jamais se défendre en rien, c'est le visage d'Antonin Artaud. C'est ce visage-là que je vois. Il est pour l'éternité dans la rage et dans la simplicité radicale de la petite enfance. La sexualité chez lui est partout, elle est dans la force physique nerveuse du verbe. Elle est dans cette capacité qu'il a d'engendrer de grandes choses dans ses lecteurs. Il a refusé, vous dites, il a refusé l'engendrement. Il s'est auto-engendré. Artaud n'est de ses œuvres. Oui, il s'est auto-engendré, il a désespéré aussi de ne jamais pouvoir vraiment l'être. C'est très 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 compliqué parce que il a en lui la brûlure de l'anarchiste, de l'athée absolu, et en même temps, dans la même main, dans la même jetée sur la page, il a la science des plus grands docteurs en théologie ou des plus grands mystiques. C'est très étrange. On dirait qu'il atteint un point commun ou deux. À l'athée absolu, intransigeant, il n'y a pas d'autre manière d'être athée. Et c'est la plus grande manière de l'être, et la seule. Et puis à cette finesse de ceux qui s'en vont dans l'obscurité avec seulement éclairés par leur sourire. Je pense à ces grands méditatifs qu'ont donné les religions. Je vous lis ça, par exemple. Toujours écrit de Rodez, le 8 mai 1945. C'est pas rien, 1945, c'est le 8 mai en plus. Oui, ça, c'est pas exprès. Le 8 mai 1945. Moi, je crois que le monde où l'on est en ce moment, qui est sans issue, et c'est peut-être tant mieux, parce que comme ça, on est réduit au simple, ce monde-là, les portes s'en sont ouvertes dans ces années-là, avec les camps de la mort. Et c'est pas indifférent que cet homme-là hurle en silence dans ces années précises. Voilà ce qu'il écrit le 8 mai 1945, Antonin Artaud, à Rodez. Il l'écrit à Madame de Kecker. En une phrase, vous allez voir passer quelque chose qui est plus grand que toute la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Pour citer juste un exemple. Et moi j'enrage parce que ces passages-là ne sont jamais relevés chez lui. Je cite, « Nous ne pouvons aimer personne sans vouloir automatiquement le prendre dans notre cœur, alors que l'être est de donner du cœur à ceux que l'on aime, sans les ramener jamais à soi, et comment donner du cœur pendant l'éternité. » Voilà. Ça, c'est plus précieux et plus aérien que des siècles de méditation et de grandeur mystique. Le bâton de poireau sans profondeur intellectuelle ou psychique ne suffit pas. Il est poireau vrai et non psychique. Et s'il est cela, c'est qu'il est fait de ma main à moi un corps.
Pas d'esprit, pas d'âme, pas de cœur, pas de famille d'être, pas de légion, pas de confrérie, pas de participation, pas de communion des saints, pas d'ange, pas d'être, pas de dialectique, pas de logique, pas de syllogistique, pas d'ontologie, pas de règles, pas de règlement, pas de loi, pas d'univers, pas de conception, pas de notion, pas de concept, pas d'affect, pas de langue, pas de luette, pas de glotte, pas de glande, pas de corps thyroïde, pas d'organes, pas de nerfs, pas de veines, pas d'os, pas de limon. Il y a du coup chez lui, je dirais, une sorte d'apocalypse. C'est vers la fin, pour en finir avec le jugement de Dieu, des choses toutes simples comme mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Ça, c'est de l'ordre effectivement de l'Apocalypse, parce que c'est au-delà de tout critère et de sens et de style. C'est de l'écriture de la vision. Là-dessus, évidemment, se greffent toutes ces obsessions, la croix, le christianisme, etc. Ça, c'est un effet certainement à la fois individuel et un effet d'époque qui se retrouve aussi un peu chez Michaud. Il y a un rejet énorme du christianisme et de l'anticorps, si on peut dire, qu'est le christianisme. Je pense qu'il faut faut définir un peu ce qu'on peut entendre par mystique. Comme l'a dit Michel de Certeau, la mystique au départ, c'est une autre façon d'écrire. Et donc en cela, vraiment, dans les cahiers de Rodez, Artaud invente une autre façon d'écrire. C'est une autre manière de dire tout ce qui est de l'ordre du virtuel, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de ce qui n'existe pas, et de le faire exister dans l'écriture et en pensée. Ça passe vraiment par des techniques d'écriture, mais je ne prends pas bien sûr technique au sens... si je le prends à la fois au sens strict et au sens figuré, c'est-à-dire que il va utiliser toutes les langues, et d'abord bien sûr ce qui appartient à la langue philosophique, qui est une langue tout à fait courante et même standard, comme vous le savez. Pourquoi la langue philosophique est une langue standard? Parce que elle appartient aussi à l'opinion. Tout le monde peut être philosophe. On parle dans notre langue, dans le logos commun. Mais il va utiliser aussi des choses plus pointues qu'il a expérimentées avant. Il y a des scénarios dans ces cahiers de Rodez. Il y a des descriptions pures. Il y a des textes qui ont des allures de pamphlets. Il y a des sortes de chants extraordinaires. Il y a les glossolalies. Il y a les injures, les invectives. Il y a les lettres. Il y a des listes et des listes et des listes de prénoms, de noms, de patronymes, d'aliments. Il y a des poèmes de Nerval qui le reprend à sa manière et qui sont comme des chansons qu'il se réapproprie de façon extraordinaire, très violente et très amoureuse. Il y a des paroles qu'il entend sans doute de gens qui passent dans le couloir ou d'autres malades mentaux qui les prononcent. Il y a des paroles dont il se souvient de sa vie passée. Il y a des choses que lui dit le médecin. Il y a des musiques. Il y a des dessins. Il utilise vraiment tous les signes. Et c'est une matière somptueuse. Ça, c'est un passage d'une lettre d'octobre 45. Vivre, c'est éternellement se survivre, en remâchant son moi d'excréments, sans nulle peur de son âme fécale, force affamante d'enterrement, car toute humanité veut vivre
mais elle ne veut pas payer le prix, et ce prix est le prix de la peur. Il y a pour être une peur à vaincre, et cela consiste à emporter la peur, le coffre sexuel entier de la ténèbre de la peur en soi, comme le corps intégral de l'âme, toute l'âme depuis l'infini, sans recours à aucun Dieu derrière soi, et sans oublier de soi. Et quand les envoûtements ont lieu, jour après jour dans tout Paris, pour m'empêcher de sarcler mon âme, d'en reprendre l'orifice inouï que toute religion a eu le poufisme de déclarer frappé d'interdit, on ne continuera plus à me dire, et nul ne viendra me dire ici que je suis fou de rechercher ce dictame corporel de l'âme, matière magique de poésie. Car c'est de quoi on m'accuse, et c'est pourquoi je suis depuis 8 ans interné, et que j'ai été mis en camisole, empoisonné et endormi à l'électricité. C'est pour avoir voulu trouver la matière fondamentale de l'âme. J'ai besoin de poésie pour vivre, et je veux en voir autour de moi, et je n'admets pas que le poète que je suis ait été enfermé dans un asile d'aliénés, parce qu'il voulait réaliser au naturel sa poésie. Christian Bobin, vous dites que travailler sur le langage, c'est agir sur le monde. Sur quoi est-ce qu'Antonin Artaud a-t-il agi? Il a... Je ris, je devrais pas rire parce que c'est une matière de grande souffrance qui est déposée là. Mais en même temps, c'est une gaieté qui me vient d'enfance et donc qui ne trahit pas ma lecture de lui. Il a agi sur... excusez du peu, sur lui-même, sur sa propre chair, sur son propre esprit, sur son propre corps, ravagé, tassé, et sur cette solution de continuité qu'il y a entre chacun de nous et le monde. C'est sur le tout de lui et du reste qu'il a réagi, mais d'abord sur lui, sur la circulation sanguine, sur toutes les ramifications nerveuses qui nous composent, qui nous aident à parler. Vous savez, c'est très très peu de choses, la parole. On s'y tient, mais avec l'âge ou quelques désordres d'accidents physiologiques que ce soit, elle peut s'éteindre. Où elle est la personne? Qu'est-ce qu'on est? À quoi on tient, sur quoi on se repose? Sur le brin d'herbe de la parole, eh bien lui, il est allé parler dans les fondements de cette parole, dans les fondements organiques de cette parole, et peut-être une des choses qu'il nous dit, parce qu'il nous dit des milliers de choses, les fondements organiques sont des fondements spirituels, à condition d'entendre toujours l'organique dans le spirituel, à condition toujours de tenir la chair et le ciel, et les deux en même temps, sachant que c'est intenable. Penser après Artaud, je crois qu'il faut pas se situer en disciple d'Artaud, surtout pas. Hein, Artaud était le disciple de personne et à mon avis, c'est surtout pas ça qu'il faut faire aujourd'hui. Quand un auteur est mort, il faut le tuer. Hein, c'est pour ça que j'ai intitulé mon travail Artaud total, le poète tue ses doubles. Si Artaud est mon double, je le tue d'abord. Hein, et une fois que je l'ai tué, c'est-à-dire une fois que, ethnologiquement, je l'ai renvoyé dans le monde des ancêtres pour qu'il y reste, et pas pour qu'il revienne nous hanter, c'est ça, tuer un mort, alors je peux justement poursuivre son œuvre, hein, cette grande œuvre inachevée dont parlait Desnos, ça tombe bien, puisque Desnos a quand même aidé Artaud à sortir de l'enfer. Après Artaud, c'est donc essayer d'aller plus loin que lui, de partir des jalons qu'il a posés et d'essayer d'aller au-delà, d'essayer notamment de faire s'unifier ces domaines qui sont encore antagonistes aujourd'hui et qui sont la poésie et la science, l'intuition et la logique, la non-contradiction et la contradiction. Hein, question que par exemple poser le surréalisme, il est posé très mal parce qu'il est posé rhétoriquement, hein, sauf au tout début, la plupart des surréalistes ne vivaient pas. Donc penser après Artaud, c'est par exemple aussi penser toute une série de choses qu'il a dit. Par exemple, quand il a dit les enfants de la nature ne sont pas les enfants de la société, pour moi c'est quelque chose de très profond. Pourquoi Artaud n'a pas eu d'enfants? Question. Bon. Parce qu'il n'en a pas voulu. Pas seulement parce qu'il en a pas voulu, mais aussi parce que il ne pouvait pas avoir des enfants de la nature. Parce qu'il justement, il pensait que les enfants étaient condamnés à mourir à la naissance. Je crois que l'enfant souffre terriblement et on commence à s'en rendre compte. Il souffre parce que justement, il a ces capacités émotionnelles extraordinaires qu'ont les grands artistes et qu'il est obligé de perdre pour s'adapter à cette vie
cruelle dans laquelle nous sommes. Hein. Je crois que la vie est cruelle. Hein. Et c'est pour ça que, comme Pasteur, Artaud propose un théâtre de la cruauté pour nous guérir de la cruauté de cette vie. Henri Méchonic, vous êtes traducteur. Je voudrais que vous lisiez une strophe qu'Artaud a traduite. C'est une strophe d'Edgar Poe, la première strophe donc d'Israfel. Et j'aimerais que vous lisiez aussi la traduction d'Artaud et que vous me disiez un peu ce que vous en pensez, parce que vous allez voir, la traduction d'Artaud est très très loin du texte de Poe. Oui, alors, d'abord la première strophe d'Israfel. In heaven a spirit doth dwell, whose heartstrings are a lute. None sang so wildly well as the angel Israfel, and the giddy stars, so legends tell, ceasing their hymns, attend the spell of his voice, all mute. Et sa traduction... Au ciel, il est un cœur dont les cordes sont l'âme d'un luth, âme du haut esprit qui prodigua ses flammes là où l'âme ne monte plus. Pas de chant plus sauvage au fond de l'absolu que celui de ce luth en rafale d'élu, qui est la corde émue du cœur d'Israfel, ange. Jean-Michel Arret, auteur de La naissance de la poésie, Antonin Artaud. Il y a effectivement dans ce poème la figure de l'ange, qui est une figure très énigmatique, qui est une figure qui vient de très loin, du Coran suppose-t-on, ou d'une sorte de citation altérée du Coran. Et cette figure de l'ange, elle permet à Artaud, je crois, aussi de redéfinir la figure du poète, de redéfinir au fond ce qu'il est en train d'accomplir lui-même dans son propre travail et de lui donner un auteur. J'ai l'impression que accomplir cette traduction d'Edgar Poe pour Artaud à ce moment-là, c'est retrouver véritablement sa vocation d'auteur, en quelque sorte, sa place d'auteur, et c'est retrouver cette place d'auteur sur un mode, je dirais, plus ample, plus élargi sans doute qu'avant-guerre. Et donc il y a là une sorte véritablement de sortie de l'enfermement, à mon sens. Mais pour se rendre compte du travail qu'Artaud opère, si on prend vraiment juste un fragment du poème d'Artaud, ce que Mallarmé traduit par le charme de sa voix, c'est-à-dire le charme de la voix de l'ange. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, nous faire entrer dans tout le travail de traduction d'Artaud à partir de ces quelques mots? Oui, alors les quelques mots en anglais sont the spell of his voice, enfin c'est le charme, on traduit généralement effectivement le charme de la voix. L'intérêt d'abord, c'est que le terme de spell en anglais, c'est un terme très significatif. C'est un terme qui signifie à la fois le charme, mais avec tous les sens possibles du charme, c'est-à-dire quelque chose qui est aussi du côté d'une souffrance ou de quelque chose de proprement négatif, quelque chose qui fascine, quelque chose qui peut faire mal, etc. Donc il y a chez Artaud là c'est aussi un sortilège. Un sortilège et tout ce qui est, au fond, tout ce qui fait passer du côté le plus positif au côté le plus négatif. Bien. Et donc il y a chez Artaud, au fond, une tentative très réussie, à mon sens, pour restituer dans sa traduction toutes les nuances de sens du spell anglais. Oui, parce que donc Artaud finit par traduire le charme de la voix de l'ange par les magiques scansions du dictat minuit. Voilà, les magiques scansions du dictat minuit. Ceci pour c'est que Artaud d'abord marque une des dimensions de son travail, la scansion. Ce qui relève de la poésie, c'est essentiellement la scansion, et la scansion dans ce qu'on est en train de lire en restant à haute voix. Bien. Donc, il y a effectivement cette pratique de la scansion qui est intégrée à cette traduction. Il y a cette magie, mais qui est, disons, la sorte de magie du verbe. Et puis,
il y a ce terme de dictam, inouï, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas encore été entendu, quelque chose qui est tout à fait nouveau, quelque chose qui doit frayer sa voie pour arriver à l'oreille. Il y a donc ce mot de dictam qui est un vieux mot grec, qui existe tout à fait, et qui vient d'une vieille tradition grecque, et d'une tradition qui insiste essentiellement sur le côté médical de la chose. C'est-à-dire le dictam, c'est généralement une plante qu'on trouve en Crète, et une plante qui a pour caractéristique quand elle est absorbée par des animaux malades notamment, de faire sortir quelque chose qui les rendait malades. Ce qui veut dire qu'elle a pour caractéristique de sauver. Donc le dictam a cette sorte de caractéristique d'être une chose qu'on absorbe, et par l'absorption de cette plante, on se débarrasse, on se purge en quelque sorte de ce qui nous rendait malades. Autrement dit, il y a dans cette reprise d'un vieux terme grec quelque chose de particulièrement significatif, puisque, à mon sens, cela vient désigner à la fois quelque chose qui concerne Edgar Poe, mais quelque chose que Edgar Poe ne saisissait pas entièrement, quelque chose que Edgar Poe ne voyait pas ou n'impliquait pas dans son propre travail poétique, et puis quelque chose qui concerne de très près Artaud à ce moment-là, Artaud traduisant Edgar Poe, Artaud s'exerçant à écrire en traduisant Edgar Poe, quelque chose donc qui concerne au fond la nécessité de se débarrasser de quelque chose qui a véritablement empoisonné, c'est un des termes qu'Artaud utilise plus fréquemment, quelque chose qui a envoûté, qui a empoisonné, etc., son existence pendant tout le moment de Rodez. Et chaque pulsation de cet oracle étrange est comme un Sinaï où l'amour infini a mis sa main de flamme au bord du paradis, rendant leur chant muet sur l'ordre du très sage. Les astres enivrés assistent, ébahis, aux magnifiques scansions du dictam inouï que le barde d'en haut épelle avec sa vie. Oui, c'est plus une traduction. Il a refait quelque chose en métaphore du texte de départ. Et c'est une sorte de parabole, de manifeste d'anti-sens, puisque ce n'est pas le sens qu'il a traduit, il a traduit des effets prosodiques avant tout. Et en un sens, bon, d'une part, ça échappe à ce qu'on peut communément demander d'une traduction, et d'autre part, on est bien obligé de reconnaître que ce qui est produit là, c'est un équivalent poétique, c'est une prosodie et une rythmique qui est une métaphore de l'original. Je peux pas dire les choses autrement, et donc c'est un autre poème. Mais le poème peut aussi être quelque chose qui guérit. Mieux, le peuple mange à même la terre où il est né. Une vie, une œuvre. Antonin Artaud, né de son œuvre, avec Henri Méchenique, Jean-Michel Ray, Christian Bobin, Serge Peille, Michel Bocara, Françoise Buisson. Texte lu par Philippe Lévenot, une émission de Marion Thibat, réalisation Jean Couturier, prise de son Noémie Louis-Marie, mixage Olivier Berotte. De l'espace.
Tout vrai langage est incompréhensible, comme la claque du claque-dent, ou le claque, bordel, du fémur à dents, ensemble. Pour moi, simple Antonin Artaud, on ne me la fait pas l'influence quand on n'est qu'un homme ou que Dieu. Je ne crois à ni père ni mère, Janapa, à papa, mama, nature, esprit ou Dieu, Satan ou corps ou être, vie.